Caroline de m'avoir invité dans cet après-midi pour, suivant le sujet que vous avez mis, action engagée au niveau national pour la promotion, la reconnaissance et le développement des fonctions et métiers de la logistique. Pour compléter ce que Caroline a dit, je précise que je viens de terminer une carrière d'un peu plus de 35 ans dans la logistique et la supply chain, principalement au sein du groupe papetier Lotus, qui a été français, européen, américain, qui est devenu plus récemment européen, en y mettant en place d'abord les fonctions logistiques, puis les fonctions supply chain, et en m'occupant de quelques autres fonctions dans ce groupe. J'ai présidé d'abord secrétaire général, vice-président de la SLOG dans les années 80-90, était à l'origine à ce moment-là des premières formations de niveau Bac plus 4, 5, 6 en ce qui s'appelait seulement logistique à l'époque, supply chain maintenant. Puis effectivement créé à ce moment-là la commission management de la logistique à l'AFNOR, que Caroline a présidé quelques années, dont je suis le président aujourd'hui. Le plus important, c'est que je suis membre de FAPIX, voilà. J'avais créé également le groupement des centraliens, supply chain et achat, qui est l'une des associations professionnelles bien vivantes aussi également aujourd'hui, qui a animé ce think tank commandité par FAPIX il y a quelques années. L'un des résultats de ce think tank avait été que pour promouvoir la logistique en France et pour améliorer la performance logistique des entreprises françaises, puisque c'était l'objectif de ce think tank, l'une des recommandations était que les pouvoirs publics, parce qu'en France, plus que dans d'autres pays, ils jouent un rôle dans notre économie, eh bien, comprennent davantage l'enjeu d'une bonne performance logistique et supply chain pour les entreprises françaises. Et de fil en aiguille, on a eu un peu de chance, mais il faut savoir les saisir parfois. Il s'est trouvé donc que le gouvernement a enfin, non pas pris conscience, parce que les précédents gouvernements avaient déjà pris conscience, mais officialisé le fait que les services étaient importants pour l'économie française, puisque vous savez que c'est en gros, en termes de PIB ou d'emploi, 2 fois l'industrie. Donc c'est bien de relancer l'industrie en France, mais il est bon aussi de développer, déjà de sauvegarder, voire de développer nos services, et une partie des services est évidemment au service de l'industrie, pas seulement. D'où la création d'une commission nationale des services qui a été mise en place par celui qui était à l'époque ministre du redressement productif, qui est aujourd'hui ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, Arnaud Montebourg. Lors de cette installation, début juin 2013, Caroline a eu l'honneur de présenter au ministre ce qui était un peu la chaîne logistique pour la performance des entreprises françaises. Donc, ce sont les slides qu'elle avait présentés à l'époque pour expliquer ce qui était la chaîne logistique et d'ores et déjà insister sur la nécessité de promouvoir cette chaîne logistique auprès des PME et ETI avec la création de nouveaux métiers. On va y revenir, avec des enjeux importants en termes de performance. Et comme vous le savez, la performance en chaîne logistique, en supply chain, c'est la qualité de service, l'amélioration des résultats financiers et la sauvegarde, voire le développement de l'emploi. Je reviendrai évidemment là-dessus. Et Caroline avait pris l'exemple de Bernard Controls, qui aujourd'hui une ETI qui dit d'une façon claire, ETI qui a été dans une usine chinoise a été visitée par le président Hollande lors de sa visite en Chine, qui d'une façon officielle reconnaît que l'une des raisons de leur progression et de passage de PME à ETI,
a été par la prise de conscience de l'importance de la supply chain et d'une amélioration de leur performance dans ce domaine. Le think tank décentralien commandité par FAPIX a montré également que l'une des raisons que je crois personne ne contexte de la différence entre le faible nombre de PME qui se transforment en ETI entre la France et l'Allemagne, et vous savez que c'est l'un des problèmes de l'économie française par rapport à l'économie allemande, provient d'une moindre conscience de l'importance de la qualité de service et d'une bonne performance logistique entre les PME françaises et les PME allemandes, d'où l'importance de tels témoignages. Si vous en connaissez d'autres, ils sont les bienvenus, d'ETI qui reconnaîtraient qui sont passés de PME en ETI, entre autres, parce qu'en général il faut un faisceau de plusieurs choses, mais entre autres grâce à une amélioration de la performance logistique. À partir de là, nous avions d'ores et déjà, avant même de démarrer nos travaux, proposé 2 recommandations principales, cette mobilisation des PME ETI et une action auprès de Pôle emploi pour travailler sur les métiers de la logistique et de la supply chain. Je vais y revenir dans un instant. À partir de là, donc, le ministre ayant été convaincu, non seulement convaincu, mais comme il avait parlé lui-même, non pas seulement de chaîne logistique, mais de supply chain, nous nous sommes permis d'ajouter, par rapport à la section thématique qui était prévue, logistique et supply chain, bien que ce soit un mot anglais, malgré tout, il est utilisé dorénavant, et depuis donc environ 8 mois, nous travaillons au sein d'une section thématique, logistique et supply chain, dont j'assume la présidence, du moins je l'assure au moins. Éric Berner, ici présent, membre de la DG6 au sein du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique, assure la fonction de rapporteur de cette section thématique. Et il y a un certain nombre d'experts que vous voyez là à droite qui représentent notamment des associations professionnelles, des prestataires et le monde académique. La particularité de notre section, d'où les 2 termes logistique et supply chain, a été dès le départ de dire que nous voulions considérer la logistique pas seulement comme un secteur de l'économie des services en France, ce qu'il est, l'ensemble des prestataires logistiques, mais également une fonction qui de plus en plus s'appelle supply chain, qui est valable pour toutes les entreprises françaises. Et quand je dis toutes les entreprises, comme vous le voyez, je ne dis pas les entreprises industrielles. Nous sommes convaincus que la fonction logistique, comme support à la réponse de l'offre à la demande, puisque c'est la meilleure définition de la fonction logistique, est valable pour toutes les entreprises, qu'elles soient industrielles, de commerce ou de services. Alors on le voit dans des entreprises de services comme l'hospitalier, vous savez que la fonction logistique se développe, mais il y a des secteurs entiers de services où il n'y a pas encore réellement de fonction logistique. Je pense par exemple aux banques, aux assurances, ça commence, il y a des exemples, mais et pour moi, il devrait y avoir une fonction logistique dans les sociétés de conseil, j'imagine qu'il y a des consultants présents, voire chez les prestataires de logistique. Quand je présidais la SLOG, donc il y a plus de 20 ans, j'étais intervenu au congrès de la FNTR, et ça a eu un certain succès. Je leur ai dit, bon, 600 personnes auprès des congrès, les chausseurs sont les plus mal chaussés, je rêve du jour où il y aurait des responsables logistiques dans vos entreprises. Le pire, c'est qu'ils ont applaudi à ce moment-là. Donc après coup, ils se sont rendus compte de ce qu'ils avaient applaudi. Mais essayez de me citer une société de prestations logistiques où il y a un véritable responsable logistique. Non pas quelqu'un qui vende de la logistique, parce que ça, c'est pas un métier de logistique d'être vendeur. Un métier qui fait le lien entre l'offre et la demande. Dans une entreprise de service, quelle qu'elle soit, y compris une prestation logistique, vous avez des gens qui vendent des services, ce sont les vendeurs, pour du transport, pour du stockage, et puis vous avez des gens qui font la demande, c'est ce qui s'appelle la direction des opérations en général chez les prestataires logistiques,
qui fait le lien entre les deux, pour être sûr que la demande correspond bien que l'offre correspond bien à la demande. Qui mesure bien la qualité de service en permanence? Qui mesure le stock, qui est un stock de prestations de services? Le domaine où ça existe, je ne l'ai pas cité dans les services, c'est le domaine principal où cette fonction existe, c'est ce qu'on appelle le yield management, c'est dommage qu'on n'appelle pas supply chain, mais parce qu'il existait avant le terme supply chain, le yield management, qui est donc la gestion des capacités pour les réservations d'avions, d'hôtels, etc. Et où on gère des stocks de réservations qui ont des dates de péremption, etc. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, ceux qui ont mis en place SAP dans ces entreprises-là utilisent le même module de logistique que celui que nous utilisons pour des produits finis. C'est exactement la même chose. Bon. Donc voilà, tout ça pour dire que nous sommes convaincus que la fonction elle-même doit se développer. Et moi, je vais plus loin. Je pense que cela nous aiderait à mieux comprendre l'importance d'une fonction logistique supply chain si on l'expliquait que c'est valable pour toutes les entreprises. Je ferme cette remarque-là. Vous avez un peu en avant-première des documents que vous verrez prochainement sur un site de la Commission nationale des services, où vous n'avez pas pour le moment tout cela. Ce sont des documents qui ont été présentés la semaine dernière au bureau de la Commission nationale des services sur notre point actuel de notre section thématique. Nous avons énormément de chantiers dans cette section thématique. Je n'ai pas le temps de vous les développer tous. Je vous indique que nous en avons mis pour cette première année de travail 3 en priorité à l'heure actuelle. D'une part, je vais y revenir sur ce qui touche aux emplois. Ça tombe bien, c'est en lien avec le thème de notre journée. Le deuxième, qui est assez différent, mais là c'est pour être dans l'actualité, sur la logistique urbaine. Et en cela, l'une des dernières questions qu'on a eues ce matin a été: est-ce qu'on réfléchit à l'évolution des métiers? Oui, bien entendu. La logistique urbaine et la logistique du e-commerce, ces deux domaines différents mais qui ont une intersection assez forte, est en train de faire évoluer un certain nombre de métiers, que ce soit chez les prestataires logistiques ou chez ce qu'on appelle les donneurs d'ordre, ou l'ensemble des entreprises. Et nous avons pensé qu'il y avait un domaine particulier à regarder actuellement sur la logistique urbaine. Je n'y reviendrai pas, c'est un peu en dehors de notre sujet d'aujourd'hui. Et la troisième, qui est la conférence nationale de la logistique, sur laquelle je reviendrai également. Je précise que nous commençons également, à la demande d'ailleurs des pouvoirs publics, à nous interroger sur cette délicate question des rapports entre donneurs d'ordre et prestataires logistiques, avec les éventuelles conséquences sur l'emploi. C'est ça qui nous intéresse. Je ne veux pas me mêler de questions qui sont de l'ordre de l'équilibre du marché, mais les conséquences sur l'emploi, on voit avec certains prestataires en difficulté, et qui seraient liées, je mets bien conditionnel, à des problèmes de rapport de force entre donneurs d'ordre et prestataires. Personnellement, là je parle tout à fait à titre personnel, je pense que l'un des problèmes, c'est que, notamment en France, moi qui ai eu des responsabilités européennes et mondiales, par rapport à d'autres pays, je constate qu'on mélange beaucoup trop des problèmes de négociation entre un client et un fournisseur, en l'occurrence un donneur d'ordre et un prestataire logistique, et des problèmes de partenariat logistique. Pendant plus de 35 ans de carrière logistique, j'ai toujours refusé d'assister, même pas de faire moi-même, mais même d'assister à une réunion de négociation de prestations logistiques, pour bien séparer l'un de l'autre. Aucune. Et quand par hasard il y avait 2 réunions qui couvraient les deux, j'assistais à une partie qui était vraiment de discussion du cahier des charges, de mesure de la qualité de service, de choses comme ça, d'amélioration commune. Et s'il y avait une partie de négociation, je quittais la salle, volontairement. Moi qui ai vendu des produits de grande consommation, j'ai toujours refusé d'aller à une réunion avec mes chers clients distributeurs si les vendeurs et acheteurs étaient présents à la réunion. Par principe, j'étais connu comme ça. J'ai refusé. Il se trouve que j'étais le premier chargeur en volume de la grande distribution française, donc on a peut-être accepté certaines choses que d'autres n'obtiennent pas. Mais je pense que c'est l'une des raisons des difficultés de la négociation aujourd'hui.
j'intervenais hier devant l'Assemblée des coopératives agricoles françaises. Je sais si c'est l'un de leurs problèmes, la pression avec la grande distribution française. Là aussi, je pense que il va falloir réussir en France, comme c'est le cas notamment en Angleterre, un petit peu en Allemagne, à séparer les deux. Alors, pérenniser, voir, et nous avons le courage de l'écrire, créer des emplois dans la fonction logistique, supply chain, je dirais même plus dans les métiers, donc pas seulement la fonction sans doute elle-même, logistique, supply chain. Pour cela, nous pensons que dans le domaine de la fonction logistique, c'est-à-dire ce qui est horizontal à toutes les entreprises, ceci passe par une sensibilisation, une promotion, et cette journée en est l'exemple, de ce que nous sommes comme approche globale des flux dans l'entreprise, mais également dans l'entreprise étendue, et ceci notamment, bien sûr, auprès des PME, PMI. Donc ça, on réfléchit à un certain nombre de choses, on pense notamment, parce que de ce que nous avons vu, le discours est aujourd'hui relativement différent d'un consultant à l'autre, d'une région à une autre, d'une CCI à une autre. D'où l'idée qui était ressortie d'ailleurs du think tank que nous avions animé avec Caroline, d'un kit de promotion de la supply chain pour les PME françaises. Il y aura une certaine terminologie commune, où il y a certains outils communs. Donc c'est l'une des directions pour vous montrer le type de réflexion. Il y a ensuite la question des métiers, des prestations logistiques proprement dit. Et là, je vais peut-être de nouveau dire, pour le moment en tout cas, parce qu'on n'en a pas suffisamment débattu au niveau d'une section thématique, voire plus largement, donc c'est plus à titre personnel. La comparaison avec l'Allemagne montre clairement que la meilleure santé des prestations logistiques en Allemagne, la marge est en gros 2,5 fois plus importante chez les prestataires logistiques allemands que les prestataires logistiques français, entre 2 et 3 fois plus importante. L'une des raisons claires, alors il y a des raisons peut-être intrinsèques, on le cite souvent, la densité allemande elle est plus faible, donc les longueurs de transport sont plus faibles, sauf que pour ceux qui voyagent en Allemagne, vous avez remarqué que les embouteillages sur les autoroutes sont plus importants que chez nous, donc il ne faut pas croire que c'est si simple la logistique en Allemagne. Mais malgré tout, bon, ça peut expliquer une partie. Mais une des grandes raisons, c'est que les prestataires logistiques allemands font beaucoup plus de prestations à valeur ajoutée que les prestataires français. Les prestataires français, logistique, le transport plus stockage, manutention, représentent, alors j'ai malheureusement pas encore le chiffre, j'espère l'avoir bientôt, mais probablement largement plus de 90% de leur activité. Et j'ai tendance à penser qu'on découvrira que c'est même 95%. En Allemagne, c'est beaucoup moins important en pourcentage, parce que les prestataires se sont diversifiés sur des opérations de soutien, de support, pas seulement à l'industrie, mais à l'économie, beaucoup plus large que le simple transport, stockage, manutention. Et qui se justifie parce qu'ils rentrent dans une approche globale de la chaîne logistique. On peut parler de tout ce qui touche à l'emballage, on peut parler de tout ce qui touche au soutien logistique intégré, c'est-à-dire notamment la maintenance, etc. etc. Et donc là, il y a une des pistes vis-à-vis des prestataires logistiques, mais comme vous le voyez, puisqu'on parle d'emploi aujourd'hui, ça a des conséquences très importantes sur l'évolution des métiers chez les prestataires logistiques. Aujourd'hui, l'un des problèmes des prestataires, j'en ai parlé avec certains de leurs présidents, c'est qu'ils n'ont pas le personnel correspondant. Et alors là, on touche ensuite à des problèmes un peu franco-français, qui sont ensuite liés aux conventions professionnelles. Un ingénieur, moi qui suis centralien, qui est aujourd'hui dans la maintenance, dans une entreprise industrielle, et qui voudrait se proposer pour aller chez ID Logistique ou Fort et Maché pour s'occuper de ça, il va gagner 30% de moins, vu la convention professionnelle
qu'il y a chez la prestation de services par rapport à l'industrie. Donc ça, c'est l'une des difficultés très franco-françaises que nous connaissons pour cela. Mais il y a d'autres raisons également. Il y a aussi une image de la prestation logistique, etc. Donc là, je pense qu'il y a tout un chantier également à mener avec les fédérations professionnelles. Les pouvoirs publics peuvent y aider un petit peu pour faire évoluer ce secteur économique. La question des PME, personnellement, et quand je présidais à SLOG, on avait pas mal mené d'action là-dessus, je suis convaincu que quasiment toutes les PME, disons en tout cas au moins de 30 à 50 personnes, peuvent embaucher un responsable logistique et que le retour est de moins d'1 an sur ce que ça peut leur coûter. Je comprends que ce soit difficile à expliquer, à justifier, et donc nous pensons qu'il faut développer des formules alternatives, soit par du managing de transition, soit par du multi-salariat, etc., pour proposer, et il n'y en a pas suffisamment aujourd'hui, aux PME, vous le savez peut-être, Caroline Mondon a fait ça pendant un certain nombre d'années, travailler pour des PME, PMI, 1 jour par semaine ou 2 jours par semaine. Je pense que c'est quelque chose que nous devons favoriser. Je vous ai parlé aussi de conseils. Là aussi, l'étude comparative entre la France et l'Allemagne a montré que le conseil, d'une façon générale, était beaucoup moins développé pour les PME françaises que pour les PME allemandes, et entre autres, pas seulement, mais entre autres, dans notre domaine. Donc voilà, beaucoup de pistes. Et enfin, le dernier, qui n'est pas des moindres, et là je vous mets un peu, vous avez même la journée d'aujourd'hui qui est citée, un peu un certain nombre d'activités ou d'interventions, de lieux où on discute, où on présente un peu l'état de nos réflexions à l'heure actuelle. Il y a deux domaines sur lesquels nous voulons, parallèlement à ces actions un peu concrètes, travailler sur le fond, parce que je suis assez étonné de découvrir finalement que, par rapport à il y a 25 ans, quand j'ai pris des responsabilités dans la profession, on n'a pas beaucoup avancé. Ces deux domaines, et c'est lié, le premier, c'est le contexte, enfin, l'état des lieux de l'emploi et des métiers de la logistique aujourd'hui. Les statistiques officielles de l'emploi en logistique varient de 800 000 à 1 800 000 personnes en France. Excusez du peu, de la différence. Bon. Je vous dirai un mot tout à l'heure du master plan allemand. Il y a eu un master plan logistique il y a 3 ans. Avant leur master, il y a été toute une réflexion des pouvoirs publics sur ces questions-là. Avant leur master plan, dans les statistiques officielles de l'Allemagne, qui sont un peu plus nombreux que nous, le secteur logistique global, aussi bien chez les comptes d'autrui que chez les comptes propres, donc dans les prestataires logistiques et les industries, etc., était de 4,1 millions d'emplois. Après leur master plan, après avoir mieux travaillé dessus, aujourd'hui, le chiffre officiel, c'est entre 5,1 et 5,2 millions d'emplois. Je vous ai dit, on est entre 800 000 et 1 800 000. Bon. L'écart n'est évidemment pas si important que ça. Il y a un écart. Nous avons probablement moins de personnes employées dans logistique et la supply chain en France qu'en Allemagne, mais il n'est pas de cette... Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui n'est pas suivie dans les statistiques, notamment parce que ce sont des métiers qui sont de la logistique, mais qu'on ne met pas dans la logistique aujourd'hui. L'autre raison, c'est ce que je vous citais tout à l'heure à propos des prestataires logistiques, c'est que les prestataires logistiques font beaucoup plus de choses en Allemagne. L'essentiel de l'accroissement lors du master plan allemand, entre 4 et 5 millions, a été de se rendre compte que les prestataires logistiques avaient ce qu'on appelle, alors c'est tout un domaine, le contract logistique en Allemagne, qui sont des contrats que les prestataires logistiques ont principalement avec des industriels pour s'occuper de toute une partie de leur logistique. Mais logistique au sens large du terme, qui inclut notamment de la maintenance.
par exemple pour les photocopieurs, bon, etc. Mais ça peut être pour des ascenseurs. Hein, vous imaginez un prestataire logistique qui s'occupe de l'entretien de votre ascenseur. En France, on a du mal à le concevoir, bon, etc., etc. Vous avez dans l'automobile allemande des prestataires logistiques qui jouent un rôle important sur les chaînes de fabrication. Il n'y en a quasiment pas en France, etc., etc. Donc, c'est une des raisons. Donc, l'un de nos soucis, c'est de mieux suivre, j'allais dire traquer, excusez-moi, c'est l'anglais, bon, de mieux connaître et suivre les chiffres, non pas pour dire, ah ben voilà, nous représentons 4 millions de personnes en France, c'est pas ça le but, mais d'abord parce que ça aidera sans doute pour mieux faire comprendre, puisqu'on a parlé un peu ce matin, une direction générale de l'importance de la logistique de la supply chain, de l'expliquer au pouvoir public, aux responsables de chambres de commerce, etc., aux responsables politiques également, mais également de voir que ce sont des métiers qui sont liés les uns aux autres et qu'il faut les approcher d'une façon cohérente. En disant ça, j'ai fait le lien avec le deuxième grand chantier sur les emplois, qui est de s'interroger sur la définition même des métiers. Et là, on a un gros problème, puisque on a commencé, nous, à nous amuser à cela, si j'ose dire. Vous allez sur Internet, tout est assez transparent, vous allez regarder la nomenclature de l'INSEE sur les métiers de la logistique. Ensuite, vous irez sur le site de Pôle emploi et vous regarderez la nomenclature ROM et puis la description des métiers. Ensuite, vous pourrez aller sur le site de la FTIFTIM. Elle est là encore là. Elle est partie. Bon, eh bien, vous trouverez autre chose. Nous avons eu avec Éric Berner une réunion de travail avec le responsable de la FTIFTIM lundi matin, et à juste titre, il nous a expliqué, c'est qu'en fait, les objectifs de ces nomenclatures et de ces suivis ne sont pas les mêmes. L'objectif de Pôle emploi, c'est par rapport à l'employabilité des personnes. L'INSEE, c'est par rapport à autre chose. J'indique qu'une autre source, c'est comment on appelle ça, le recensement général régulier qu'il y a en France, car on demande aux gens ce qu'ils font. Et certains disent je suis en logistique. Ça donne encore des chiffres différents. C'est toujours intéressant de voir ce que donne le recensement, etc. Et donc, chacun a un objectif différent. Il serait bon, malgré tout, si on avait une meilleure approche, et nous avons commencé dans le référentiel logistique dont nous nous sommes occupés, Caroline et moi, au sein de l'AFNOR, à mieux définir les différents métiers. Et puis, il n'est pas normal qu'un directeur d'entrepôt, je ne vais même pas parler de directeur logistique ou supply chain, où là on peut comprendre qu'il y a des différences, mais même un directeur d'entrepôt, si vous regardez d'une part sa définition, mais les compétences qu'on demande, vous allez trouver des choses relativement différentes, pas dire plus. Donc là, il y a à y travailler, y compris pour les conséquences, bien sûr, pour les qualifications, les certifications et les formations, qu'elles soient continues ou initiales. Donc ça, c'est un grand chantier. J'étais content d'entendre ce matin que des participants de la table ronde disaient que c'était très structuré, la fonction de supply chain. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas dans beaucoup d'entreprises, tant mieux si c'est le cas dans certaines. Je pense qu'on a encore un gros travail à faire, notamment pour aider, une fois de plus, les PME et ETI, les grosses entreprises ayant peut-être un peu plus de ressources, pour faire elles-mêmes leur référentiel dans ce domaine. Donc, comme vous voyez, beaucoup de chantiers qui tournent autour de tout cela. On pourra en reparler si on a un peu de temps dans des questions. Comme je vous l'ai dit, il y avait une deuxième domaine qui est la logistique urbaine. Je saute, c'est un peu en dehors d'aujourd'hui. Et le troisième priorité actuellement de nos travaux, c'est d'aider à la réussite de la conférence nationale de la logistique. Il y a eu, le 28 mai 2013, une loi en France, il y en a beaucoup. Celle-là, vous la connaissez indirectement, au moins par l'une des décisions qu'elle avait prises, qui est l'écotaxe. Bien. Il y a eu d'autres décisions dans cette loi du 28 mai 2013, dont, suite à un amendement d'un député, la décision que le gouvernement organiserait avant fin 2014 une conférence nationale sur la logistique ou de la logistique. Alors, peut-être que cette décision aura la même suite que l'écotaxe, donc nous verrons, mais
malgré tout, l'ancien gouvernement avait pris à bras-le-corps cette question-là, en disant pourquoi pas, c'est intéressant. Cette idée du député Gosselin était venue notamment après avoir pris connaissance du fameux masterplan allemand dont je vous ai parlé, qui, je vous l'indique, est disponible sur Internet, y compris dans une version anglaise, qui a donc été un travail de 3 ans dans les pouvoirs publics allemands pour aboutir à un plan d'action que vous trouvez également sur Internet pour améliorer sur 5 ans la performance logistique des entreprises allemandes. C'est le but premier de ce masterplan allemand. Je ne suis pas sûr que le but premier de la conférence nationale sur la logistique soit celui-là. C'est encore à définir. L'idée est déjà au moins, je pense, de faire un état des lieux. Le gouvernement précédent avait confié la mission de préparer cette conférence nationale sur la logistique, donc un Grenelle de la logistique, si vous voulez, au secrétariat d'État au transport. Non pas en disant que la logistique c'est que le transport, mais il fallait bien trouver l'une des directions générales, donc c'est la DGITM, ce qui était un ministère des Transports, que je viens secrétariat d'État au transport, de préparer cela. Cette DGITM a eu la bonne idée de créer un comité scientifique ouvert pour réfléchir à ce que devait être cette conférence nationale. Comité scientifique qui est présidé par le professeur Savy de l'École des Ponts, bien connu dans notre monde professionnel, principalement sur les questions de distribution physique. Comité scientifique qui inclut, bon, bien sûr, un certain nombre de responsables des pouvoirs publics, de fonctionnaires, mais également de professionnels et d'experts, dont la moitié de notre section thématique, logistique et supply chain. Regardez l'offre, il faut regarder la demande. Et trop souvent, évidemment dans les associations professionnelles de prestations logistiques, mais même dans les pouvoirs publics, on se dit, bah oui, la logistique c'est un secteur vertical, donc on va demander aux prestataires logistiques. Les prestataires logistiques qui sont du côté de l'offre, il faut déjà regarder la demande. Et donc, ça je pense que c'est un message qui est passé, d'où notre présence d'ailleurs un peu large au niveau du comité scientifique. Et l'idée, c'est déjà de faire un état des lieux de la demande, je pense notamment en termes de cahier des charges, qualité de service, etc. Et à partir de là, de l'offre, et de voir si l'un correspond à l'autre. Et pour que l'offre soit bonne, bah, c'est pas seulement du côté des prestataires, c'est vrai aussi de l'offre des infrastructures, des territoires. Donc j'indique, parce qu'on est ici Euralogistique, qu'il y aura une part importante dans cette conférence nationale de logistique, telle qu'on voit pour le moment dans la préparation sur l'aspect territorial de la logistique. Et dans un pays comme le nôtre, avec des faibles densités, des fortes densités, un fort déséquilibre entre la partie nord et la partie sud de la France, où c'est l'un de nos problèmes, nous logisticiens, comme vous le savez, 60% de la production est dans le nord et 60% de la consommation est dans le sud. Donc voilà, ça c'est des états de fait, mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc nous devons prendre en compte tout cela, les questions des infrastructures, les questions des plateformes logistiques, etc. Les évolutions, on a posé la question ce matin, est-ce qu'on fait bien de la prospective? Oui, il ne s'agit pas seulement de faire un état des lieux, mais de commencer, on n'aura pas fait le tour dans une seule réunion, mais d'un certain nombre de pistes. Le e-commerce en est un, mais il n'y a pas que ça, et plus généralement le numérique. Il y a d'autres éléments. L'automatisation en est un autre, c'est un mot un peu tabou dans le monde de la logistique en France, curieusement, par rapport à ce qu'on voit en Allemagne. Vous savez qu'il y a ces dernières années une très forte automatisation des entrepôts et de la préparation de commandes en Allemagne et un peu en Italie. C'est peu le cas en France. Pourquoi? S'interroger. Est-ce que ça va venir? Quelles conséquences notamment pour les emplois? Quelles conséquences pour les métiers de la logistique? Bon, donc ça c'est un deuxième exemple. Il y en aura d'autres. Il y a évidemment la question du lien entre la performance logistique et l'exportation. On est assez convaincu que l'une des faiblesses de notre exportation
et de notre déficit du commerce extérieur, c'est une question de logistique. Je prends un seul exemple, on a commencé à regarder dans les documents qui sont à la disposition des entreprises, notamment des PME, lorsqu'elles veulent exporter, que ce soit ici dans les documents qu'elles peuvent trouver en France dans les chambres de commerce, ou dans les conseillers économiques des ambassades à l'étranger, la partie logistique, et notamment la partie qualité de service, est extrêmement faible. En gros, pour être très simple, à part les incoterms, il n'y a rien. Bon. Réduire la question d'exporter à l'étranger en termes de logistique aux incoterms, je pense qu'on peut être d'accord qu'il y a pas mal de progrès à faire. Tout de suite qu'il n'y a aucune idée pour le moment de la forme que prendra cette conférence nationale sur la logistique. Ce que je pense nous allons essayer de promouvoir, je crois que c'est un peu dans la direction dans laquelle on va, mais ensuite on verra si les politiques reprennent cette idée, c'est qu'il ne faut surtout pas que ce soit un one-shot, le Premier ministre qui vient faire un beau discours sur la logistique et puis au revoir et merci. Non, ça servirait, ce sera déjà pas si mal, mais c'est largement pas suffisant. L'idée, c'est que ce soit un départ d'une véritable démarche et que donc, à la sortie de cette conférence, un jour ou 2 jours, je ne sais pas, sortent un certain nombre de thèmes prioritaires sur lesquels, derrière, nous aurons des groupes de travail, etc. Peut-être notre section thématique, d'ailleurs, pourra prendre à bras-le-corps certains des sujets qui sont sortis. Donc, que ce soit un début, et non pas un début et une fin. Et se redonner rendez-vous. Pour information, le master plan allemand, qui est sur 5 ans, a prévu dans la loi en Allemagne que le ministre des Transports et de la Logistique, car j'indique qu'en Allemagne, le ministre des Transports s'appelle maintenant ministre des Transports et de la Logistique, doit tous les ans faire un rapport au gouvernement et au Bundestag sur la mise en œuvre de toutes les recommandations qu'il y avait dans l'Action Plan. Voilà. Alors, je ne sais pas si on aboutira à ça, il faut toujours espérer le plus, mais c'est malgré tout un petit peu l'idée, et je ne suis pas sûr que dès le mois de novembre ou décembre, quand il y aura cette conférence nationale, on aura immédiatement un plan d'action à présenter qui puisse être retenu par les pouvoirs publics, mais au moins un certain nombre d'idées à creuser dans les années qui viennent. Notamment dans le domaine de l'emploi et des métiers de la logistique. La Commission nationale des services, alors là c'est Caroline qui la prend, car elle en est membre, mais je n'ai pas encore eu le temps de lui envoyer ça, donc elle le découvre, qu'il y aura donc la prochaine réunion plénière qui aura lieu fin septembre, et nous réfléchissons actuellement sur 2 thèmes qui pourraient y être abordés en ce qui nous concerne, logistique et supply chain. Justement, je ne l'ai pas fait pour cet après-midi, Éric Bernet en est présent, puisque c'était pour le Bureau national de la Commission nationale des services la semaine dernière, un thème autour des métiers de la logistique et un deuxième thème évidemment très lié à la conférence nationale de la logistique pour qu'elle aboutisse bien, puisque nous serons 2 ou 3 mois avant cette conférence nationale. La parole à Arnaud Haché, parce que l'une des initiatives des pouvoirs publics, il y a déjà un certain nombre d'années, c'était il y a combien de temps ? 2005. Donc 9 ans, a été de créer donc des pôles de compétitivité par secteur ou sur un sujet donné. Il en existe un seul dans notre domaine logistique qui est Novalog. On a donc son directeur scientifique et technique parmi nous. Et donc, je lui propose de nous dire rapidement ce qu'est ce pôle de compétitivité, et puis peut-être avec un focus sur le sujet qui nous regroupe aujourd'hui, qui sont la question des métiers de la logistique. Donc, je vais me présenter. Donc, Arnaud Haché, je suis le directeur scientifique et technique du pôle depuis, pas depuis le début, mais depuis assez longtemps, on va dire. Antérieurement, j'étais supply chain manager dans une société dont j'ai vu le nom dans le jeu, qui s'appelle Nufarm.
Et donc, je m'occupais particulièrement de l'ensemble de la supply chain liée à des produits un petit peu particuliers, et notamment tous les produits de négoce au niveau international. Notre pôle est un pôle qui est sur la logistique et la supply chain. Historiquement, ce pôle était quand même à l'origine très centré, pour plein de raisons politico-stratégiques, dont je vous passerai les détails, mais il a été très centré historiquement sur l'activité portuaire et transport. On a souhaité assez rapidement, et c'est ce qui a fait l'objet de mon embauche d'ailleurs, de le centrer également sur la supply chain, parce que ça, enfin, moi je pensais que c'était complètement impossible de décorréler la supply chain de la logistique. Enfin, l'un va pas sans l'autre, et réciproquement. Donc, à partir de là, nous, on a... Donc, je ne vous refais pas le couplet sur les pôles, sauf si celui de ce matin, qui ne sait pas ce que c'est qu'un pôle, veut une deuxième version, sinon je passe rapidement. Donc, nous, on a 4 domaines d'action stratégique. Alors ça, c'est des termes codifiés entre les différents pôles. Chez nous, ce terme n'est pas un terme, on va dire, matriciel avec des cases. C'est quelque chose de complètement transverse. Donc la première, c'est tout ce qui concerne la compétitivité logistique et supply chain des filières industrielles. Le deuxième, c'est tout ce qui concerne la logistique durable et les cycles de vie des produits. Le troisième, c'est tous les systèmes d'information de transport multimodaux. Et le quatrième, c'est toute la logistique dématérialisée, interopérabilité et traçabilité des flux. Donc vous voyez, ça, bon, avec ça, en général, un projet n'est pas dans une seule case, il est dans 2, 3 cases, voire 4 cases de ces activités-là. L'ordre de grandeur, c'est qu'on a, pour nos membres, réussi à obtenir environ 160 projets depuis sa création, qui ont été labellisés, et pour un montant d'environ 80 millions d'euros d'aides publiques qui sont venus abonder les projets des entreprises privées et des laboratoires. Donc je pense que c'est pas mal. La moyenne, qui ne veut pas dire grand-chose, c'est 1 million d'euros à peu près le projet, avec un financement autour de 50 en moyenne, en fonction du profil. Et on a un taux de réussite qui est d'environ 70% des projets qui sont retenus à des financements, 60-70%. Ce qui est plutôt pas trop mal par rapport à la moyenne nationale, mais Eric éventuellement vous dira si c'est pas le cas. On a une spécificité d'abord, outre le fait qu'on est transversal, multimodal, multifilière industrielle et tout ce qui va avec, donc on a du mal à rentrer dans les cases des gens. On est un pôle très service plutôt qu'un pôle technologique. C'est-à-dire qu'on a majoritairement en France, ce matin, Joël Lurieux vous a expliqué qu'on avait 72 pôles. Dans les 72 pôles, il y en a énormément qui sont technologiques. C'est-à-dire que d'abord, on travaille sur l'aspect technologique, puis après, on va chercher le marché, la filière dans lequel ça pourrait éventuellement s'appliquer. Et ça rejoint la réflexion sur l'offre et la demande de tout à l'heure. Nous, on est plutôt dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on part plutôt des problèmes de terrain des entreprises pour essayer de remonter à un niveau suffisant de réflexion pour résoudre ce problème-là. Et je dirais que la technologie vient en deuxième couche, c'est-à-dire une fois qu'on a bien défini le problème, les compétences dont on a besoin et éventuellement les outils dont on a besoin technologiquement. Ce qui est parfois un peu difficile à expliquer à nos financeurs publics qui ont plutôt une... Ça change avec la Commission nationale des services qui a été faite. Ça veut dire que le service, la notion de service plutôt que de technologie, parce qu'on est très technologue en France quand même, on adore ça. C'est pas péjoratif parce qu'il y a plein de choses très bien là-dedans, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi effectivement la notion de service, et c'est plutôt le package complet qu'en général les gens achètent autour de cette technologie. Nous, on a un pôle un peu particulier puisqu'on a 5 modes de labellisation. On n'en a pas qu'un seul comme la majorité des pôles. Alors pour des raisons liées à ce service. Le premier, c'est le mode classique R&D collaboratif qui vous a été expliqué par Joël Lurieux ce matin. Le deuxième, c'est un mode qui est non collaboratif ou collaboratif, mais qui prend en compte que l'innovation
C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une recherche à tout crin derrière. C'est essentiellement orienté vers les PME pour aller voir notamment un cofinanceur comme la BPI, par exemple. C'est ce genre d'entreprise qu'on peut... Donc c'est plutôt adressé aux PME, PMI. Le troisième, c'est tout ce qui concerne les études et les actions collectives. Donc là, typiquement, c'est, on en a parlé ce matin, aller voir un industriel ou une grande entreprise en lui disant « Monsieur, mettez 4 millions d'euros sur la supply chain et ça va bien se passer », il faut quand même arriver avec un petit peu de biscuits derrière, parce que sinon, il ne va pas les mettre comme ça. C'est plus difficilement perçu. Donc l'idée, c'est de faire 2 phases. D'abord, une phase d'étude de faisabilité qui permettent de montrer le potentiel de travailler sur ce sujet-là. Et ensuite, on en fait un projet éventuellement plus copieux qui permet de dire aux financeurs publics et à l'industriel ou à la grande entreprise ou aux PME, ah oui, si vous travaillez là-dessus, c'est 3-4% de marge pour vous supplémentaire dans votre bilan. Donc ça parle plus aux gens. On en reparlera justement sur les réflexions qui ont été faites ce matin. J'ai noté 5-6 points éventuellement. On va vite. Le mode D, c'est tout ce qui est organisation structurante et formation. Et tout ce qui est en mode E, c'est tout ce qui est implantation et plateforme logistique. Sinon, je ne vais pas reprendre les trucs. On est surtout, nous, on a eu l'extension sur l'ensemble de l'axe Seine, c'est-à-dire Haute-Normandie, Basse-Normandie, région parisienne, et on a une vocation nationale puisque la logistique et la supply chain, elle se fait sur l'ensemble du territoire et bien au-delà, évidemment. Peut-être les remarques, je vais m'arrêter là sur la présentation du pôle. Peut-être quelques remarques sur ce qui a été dit ce matin par rapport à l'ensemble des intervenants. Moi, j'ai noté quelques trous, enfin quelques remarques sur les compétences ou les formations qui seraient intéressantes. En amont, tout ce qui est demand planning. Les gens, en général, sont pas très bien formés. Et notamment la corrélation avec tout ce qui est consolidation des prévisions de vente. Il faut savoir, on parlait de multiculturel, entre des prévisions de vente germaniques et des prévisions de vente de pays plus dans le sud. On peut passer de quelque chose qui est un engagement ferme à quelque chose qui est plutôt du domaine de l'incantation. Donc je l'ai vécu, je sais ce que c'est. On ne peut pas traiter de la même manière quelqu'un qui vous donne ça en se disant si tout se passe bien et que tous les voyants sont ouverts et que je claque la baraque, je fais ce chiffre-là. Et l'autre qui dit si je ne fais pas ça, je m'engage à faire ça. Pas la même chose. Donc je pense que ça c'est très important sur les aspects formation. Deuxième point dont on a parlé tout à l'heure, être capable quand on est supply chain manager ou directeur supply chain, de parler à des financiers ou des directions générales. Les 3/4 des supply chain managers ou des directeurs supply chain utilisent un vocabulaire ou un jargon de leur cru. Et la personne qui est en face, elle parle un langage à base de chiffres financiers et elle comprend absolument pas, mais comme elle est vachement polie, elle dit oui, mais elle comprend pas du tout pourquoi ils viennent lui demander de l'argent. Je le dis parce que je l'ai vécu, et on le vit assez régulièrement dans les investissements dans les projets. C'est assez important. Une remarque que je fais tous les ans quand j'interviens dans diverses écoles, c'est tous les systèmes d'information et les formations des élèves aux ERP. Je suis fasciné de voir le nombre de gens qui n'ont jamais vu un ERP en école de commerce. Quand je dis voir, ils ont vu, Ils ont vu à 30 mètres à quoi ça ressemblait. Je veux dire manipuler des ERP de telle manière à ce que quand ils arrivent en entreprise, ils sachent ce que c'est qu'un SAP, un Oracle ou d'autres. Ça c'est quelque chose qui est quand même qui manque énormément, je pense, dans les cursus de formation. Les expériences, autre point, expérience des autres métiers. Je pense, c'est un avis qui n'engage que moi, que si on veut avoir des fonctions de direction de supply chain, il est quand même de bon ton d'avoir une connaissance de ce que font les autres métiers et quels sont leurs centres de gravité, leurs préoccupations au quotidien. Parce que, et à l'inverse, je pense également que c'est un métier,
la supply chain, et que ce n'est pas le poste où on met celui dont on ne sait que faire, et où on est en fin de carrière, et en se disant, tiens, il était bon commercial, on va le mettre là, ou il était bon directeur d'usine, on va le mettre là. Ça, c'est aussi des choses qu'on voit dans les entreprises, et pas forcément des gens dont c'est le métier. Alors, qu'on ait des gens qui ne connaissent pas la supply chain, qui soient sur des fonctions non managériales ou de direction à l'intérieur de la supply chain, c'est plutôt enrichissant. Mais mettre quelqu'un qui dirige une supply chain, alors qui ne sait pas ce que c'est qu'une supply chain, on parlait de RH. Je pense que c'est très difficile de travailler dans la supply chain parce qu'on fait un métier où le travail évolue en permanence, change en permanence. On ne sait pas forcément ce qu'on va faire demain. Et quand on a des gens à manager qui ne savent pas ce qu'ils vont faire demain, ça angoisse les gens parce que, si ça se trouve, je ne vais rien faire demain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si je ne sais pas, moi j'ai tendance à penser le pire, c'est-à-dire je ne vais rien faire, donc on va me licencier. Donc apprendre aux gens à dire que ce sont des postes d'avenir, mais qu'il y aura une incertitude de l'organisation du travail qui sera fait au quotidien, je pense que ça fait partie aussi des choses importantes. Deux choses que je voulais préciser, sur lesquelles on souhaite travailler aussi. Enfin, le premier, tout le monde ne suit pas dans cette réflexion, mais j'ai tendance à penser que nous devrions utiliser pour promouvoir le métier de la logistique le fait que nous sommes l'un des secteurs, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, où l'ascenseur, pas tout à fait social, mais l'ascenseur existe. J'ai été frappé durant toute ma carrière de voir comment, dans mon propre groupe, des jeunes qui avaient démarré dans vraiment les métiers, ce qu'on appelle les plus simples, ce n'est pas toujours le cas, mais qui ne nécessitent pas au départ de compétences particulières, notamment de préparation de commandes, de manutention, les meilleurs, si on sait les découvrir, peuvent largement progresser. Alors vous savez que c'est une des problèmes de la société française, ce sont tous ces jeunes qui quittent le système scolaire sans diplôme, et je suis convaincu que la logistique, alors on me dit bah non, ça va montrer que la logistique c'est pour les gros bras qui ne savent rien faire d'autre. Moi je ne pense pas, tant mieux si on peut utiliser des gros bras qui ne savent pas faire d'autre chose, mais je suis convaincu et je suis à la recherche, d'ailleurs je fais un appel au peuple, si vous avez des exemples à donner, soit dans des PME, soit dans des grandes entreprises, de gens qui auraient commencé en logistique ou qui seraient passés par la logistique, qui leur auraient permis de monter les échelons, comme on dit, eh bien, je suis preneur, car je suis convaincu que c'est l'une des fonctions dans l'entreprise où c'est encore largement possible. Une deuxième chose aussi, c'est, puisqu'on a parlé de prospective, il y a des métiers en logistique où nous avons encore de grands manques en France. Je vous ai parlé du soutien, je suis convaincu du soutien logistique, que c'en est un. Il y en a un autre qui est encore plus pour toutes les entreprises, qui est la gestion de la demande. Alors, on peut débattre si c'est de la logistique ou non, parce que le terme supply chain, c'est quand même la gestion de l'offre. Donc nous sommes normalement plutôt côté de l'offre, qui répond à une demande. Et puis il y a des gestionnaires de l'offre. Qu'importe si c'est de la logistique ou non, c'est de la supply chain au sens global, ou du demand and supply chain, appelons-le comme ça. Aux États-Unis, on voit ça commence à arriver comme ça, très bien, donc ça ne sera plus des supply chain managers, mais des demand and supply chain managers. Qu'importe, nous manquons de prévisionnistes aujourd'hui. On compte sur les doigts d'une main les formations supérieures en gestion de la demande aujourd'hui en France. C'est quand même étonnant. Vous avez des dizaines, pour ne pas dire presque plus d'une centaine de formations de gestion de l'offre, et vous n'avez pas de gestion de la demande. Mais avant de faire l'offre, il faudrait déjà être clair sur la demande. À part les grosses entreprises, qui ont des services de prévisionnistes aujourd'hui? C'est pour ça que je me suis permis d'ailleurs, y compris auprès des pouvoirs publics, de dire qu'on manquait de 30 000 prévisionnistes en France. Je suis convaincu que c'est sûrement plus que 100 000. J'ai dit 30 000 pour... voilà. Et on trouve
c'est fou de dire que j'en suis convaincu, et probablement beaucoup plus. Et nous avons trop du mal, moi j'ai créé la fonction gestion de la demande dans mon groupe à un moment, on a énormément de mal à trouver des prévisionnistes aujourd'hui, notamment à cause de notre dichotomie, alors là très franco-française, entre les écoles d'ingénieurs et les écoles d'un commerce, ou entre le secteur de l'industrie et puis le secteur commercial, etc. On est l'un ou on est l'autre. Or, les gestionnaires de la demande, ils sont l'un et l'autre. Ils sont scientifiques, parce que c'est d'abord travailler sur des statistiques, des prévisions, des modèles, etc. Et ils sont évidemment extrêmement commerciaux, parce que ça part de la connaissance du marché, des vendeurs, de commandes, etc. C'est l'une des difficultés. Et je ne vois pas comment une entreprise peut fonctionner si elle n'a pas quelqu'un qui suit la demande. Or, c'est la majorité des entreprises. Les débats qu'on a ce soir c'est un formidable matériau pour ceux qui veulent réfléchir et casser les problèmes. Il y a une richesse de problèmes entre la statistique nécessaire pour faire de la gestion de la demande, entre la synchronisation du flux logistique. Il y a des problèmes scientifiques intéressants, je pense, pour ceux qui ont envie de se casser la tête dessus. Le problème scientifique, c'est également faire le lien avec la partie RH. C'est l'occasion de faire rentrer des hauts potentiels qui vont être exposés, comme on vient de le dire, à toutes les fonctions d'entreprise et qui peuvent tout à fait avoir ce poste avant d'évoluer vers commercial, stratégie, business développement ou quoi que ce soit. Parce qu'ils auront eu cette vue transverse, cette ligne des crêtes dont on parlait ce matin, sur ce type de poste. Merci tous les deux parce que nous sommes plusieurs militants de la cause logistique et supply chain depuis de très nombreuses années pour certains d'entre nous. Et il me semble quand même que ce qu'on vient d'entendre, c'est une prise de conscience de notre pays vis-à-vis de sujets dont on a envie d'entendre parler depuis longtemps. Donc maintenant, il nous reste à rassembler davantage de militants actifs, bénévoles souvent, hein, mais c'est beau le bénévolat, pour en fait faire mieux marcher nos entreprises. Et ça fait partie de nos emplois que de contribuer à ce que le tissu social s'organise autour de ces métiers, puisqu'il y a des perspectives professionnelles pour des gens plus ou moins formés au départ. Hein. Tout au long de la vie, on peut apprendre des choses dans cette filière logistique et supply chain et évoluer dans ces fonctions, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et on a dit en plus que la fonction logistique était au cœur de la performance de l'entreprise, on l'a dit ce matin, et que les ressources humaines sont au cœur de la supply chain. Donc vraiment, il ne reste plus qu'à se retrousser les manches et à continuer à travailler. Merci beaucoup.